Salut Valentin, bienvenue dans The Big Shift. Salut Xavier. Ça va ? Très bien, merci de ton accueil. Par cet après-midi pluvieux, t'as fait ton déplacement pour venir jusqu'à la maison pour enregistrer cet épisode. Exactement, je suis passé entre les gouttes, j'ai eu de la chance. On est mi-mars, on enregistre cet épisode sur un sujet qui est crucial mais qui passe entre les gouttes lui aussi apparemment. On n'en entend vraiment pas du tout parler et je l'ai découvert il y a quelques semaines quand tu m'as envoyé un mail en me disant t'as jamais parlé de ça ? Et je me suis rendu compte que non seulement j'avais jamais parlé de ça, mais qu'en plus quand je me suis renseigné sur ce fameux sujet sur internet en essayant d'aller regarder un peu plus profondément, voir si Valentin me vendait du bullshit ou sa sauce en me disant mais attends mais c'est pas possible, j'ai jamais entendu parler de ce truc là et je regardais, parmi les premiers articles sur Google sur ce sujet, il y en avait qui dataient de 2009 et là, je me suis dit ah merde, il y a quand même un truc, on est sur un vrai problème. Et ce marché, ce sujet, c'est le marché des quotas carbone. Alors, on a entendu beaucoup parler de compensation carbone, de crédit carbone, de taxe carbone. C'est pas la même chose. Et donc, moi, j'ai dû apprendre à faire la différence, ce qui peut paraître un peu imbécile. Mais voilà, le marché des quotas carbone, c'est quand même un des objectifs, un des outils, un des moyens principaux de l'UE pour réussir à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, notamment dans l'industrie. Et en fait, on ne le savait pas, quoi. Non, et c'est pas du tout étonnant. En fait, c'est un marché qui est très méconnu. Lorsqu'il est connu, il est souvent confondu pour autre chose ou alors mal compris. Alors qu'en effet, c'est non seulement le pilier de toute la stratégie climat et énergie de l'Union européenne et donc de l'ensemble de ses pays, y compris la France. Mais c'est aussi considéré comme un des mécanismes les plus efficaces pour réduire les émissions à grande échelle et à un rythme cohérent avec la trajectoire des accords de Paris. Ce sont des marchés, puisqu'en fait il y a plusieurs marchés qui concernent 20% des émissions mondiales, la moitié des émissions européennes ou presque. Donc c'est un marché gigantesque qui nous impacte tous. Qui, encore une fois, est au centre de toutes les discussions, toutes les stratégies, toutes les politiques climatiques et dont on n'entend jamais parler. Écoute, c'est une très bonne introduction. Est-ce que, pour commencer cet épisode, tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours et ce qui fait que tu as atterri ici ? Avec plaisir. Donc, moi, c'est Valentin et j'ai toujours été intéressé un petit peu par hasard en fait par la création entrepreneuriale. J'ai toujours trébuché sur différents sujets. Le premier était une solution de paiement mobile que j'ai créée au début des années 2010 lorsque j'étais encore étudiant, qui a duré quelques années. Et puis s'en est en suivi différentes startups dans différents secteurs. On en parlait tout à l'heure, j'ai créé une agence de visualisation architecturale en réalité virtuelle en 2015. Et ensuite, j'ai repris une partie de ces technos pour créer une marque de maquillage en réalité augmentée en 2016-2017. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, j'adore créer des boîtes sur des technologies nouvelles et des sujets nouveaux, parce que j'adore apprendre des nouveaux trucs. Mais assez rapidement, je me rends compte que le sujet sous-jacent, en l'occurrence le maquillage ou l'architecture, n'étaient pas vraiment des sujets qui me passionnaient et dans lesquels je me projetais pendant des années, voire des dizaines d'années. Donc, je commençais à me dire, OK, quel serait ce sujet ? Quel est le secteur dans lequel j'ai réellement envie de me projeter pendant les 10, 15, 20 prochaines années ? Et je pense, comme beaucoup de gens, ça peut sembler un petit peu galvaudé maintenant, mais c'était celui de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Non, mais tu vois, c'est intéressant parce que je croise rarement des opportunistes de la transition écologique. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais des gens qui ont des convictions très très profondes depuis longtemps, qui ont quelque chose de très à cœur et qui sont même parfois à fleur de peau sur ces sujets-là. J'en connais un paquet et il y en a certains qui sont passés sur le podcast. En revanche, des gens qui disent « Ah, mais il y a une opportunité de malade sur ces sujets, il faut absolument que je me mette dessus et c'est un sujet qui est intéressant », il y en a moins, tu vois. En fait, j'attendais de trouver le bon fil à tirer. Je savais que c'était le secteur, si on peut parler d'un secteur, mais en tout cas le domaine dans lequel je voulais travailler, mais je savais également que je voulais pas le faire n'importe comment et il fallait que j'ai vraiment une conviction profonde sur
l'angle l'angle que j'adoptais. Et donc, ça a mis un petit peu de temps à trouver. Je passais par pas mal de choses différentes, y compris, tu en as parlé tout à l'heure, les crédits carbone, le marché de la compensation carbone, pour être finalement assez déçu. Et un jour, par hasard, je suis tombé sur le marché donc des permis carbone, des systèmes d'échange de quotas d'émissions. Et au début, c'était assez opportuniste, comme tu l'as dit. Je voulais tout simplement, moi, participer à ce marché. Et lorsque j'ai réalisé que ce n'était pas possible, je me suis dit, OK, là, il y a réellement quelque chose à faire parce qu'on est sur le cœur du réacteur, entre guillemets, ou le cœur de l'intersection entre finance et climat. Et pourtant, personne n'y a accès, personne ne peut y participer. C'est un marché qui est confisqué ou qui est verrouillé pour les individus. Et j'avais à cœur de travailler sur un sujet proche des particuliers, parce qu'à la fin de la journée, c'est quand même nous qui sommes les premiers impactés par le changement climatique. Ce n'est pas les entreprises, ce n'est pas les gestionnaires d'actifs, ce n'est pas les institutions, ce n'est pas les personnes morales, c'est les personnes physiques. Et donc, c'est comme ça que je suis un petit peu tombé dans la marmite. Ok, comment est-ce que, par curiosité, qu'est-ce qui t'a déçu sur le marché de la compensation? On a fait 1 ou 2 épisodes sur le sujet et on sait qu'elle peut amener à des dérives. Mais toi, de l'intérieur du marché, qu'est-ce qui t'a déçu? En fait, souvent, ce que je regarde, c'est une sorte d'heuristique quelque part ou de raccourci mental. Je me dis, si on tire le trait de cet angle ou de ce marché ou de ce secteur ou de cette solution et qu'on le déploie à grande échelle, qu'est-ce qui se passe? Alors, à grande échelle, qu'est-ce qui se passe? Et sur le marché de la compensation carbone, à grande échelle, on pourrait compenser toutes nos émissions et pour autant, la quantité d'émissions pourrait continuer à grimper et la concentration en CO2 dans l'atmosphère pourrait continuer à augmenter. Et donc, ça ne m'allait pas. Parce que quelle que soit l'échelle à laquelle on le déploie ou à laquelle on le fait, et pour l'instant, c'est un marché microscopique, donc il faut vraiment qu'il se démultiplie, et bien malgré tout, ça ne suffirait pas à résoudre le ou les problèmes. Et donc, je ne dis pas du tout que je pense pouvoir résoudre tous les problèmes, absolument pas, mais si je fais partie de la solution, si je construis ma brique ou si j'apporte ma pierre à l'édifice, j'ai juste envie d'être sûr qu'une fois que l'édifice est construit, il atteint réellement ses objectifs. Et c'est un petit peu cette frustration-là, de me dire que même à grande échelle, le marché de la compensation ne suffira pas ou ne fonctionnera pas, que j'ai décidé de le délaisser. Ok. Hyper intéressant d'ailleurs cette perspective de se dire si je multiplie mon impact, enfin si je multiplie ce qu'on fait aujourd'hui par 10, par 100, par 1000, qu'est-ce qui se passe derrière? Et ça donne une bonne idée de l'impact systémique que tu peux avoir même quand tu es à un niveau individuel. Je trouve ça intéressant de faire cet exercice-là. Si vous avez des boîtes dans lesquelles vous travaillez, vous vous dites est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, je pense qu'effectivement vous pouvez faire cet exercice aussi. On a plein de choses à définir aujourd'hui parce que marché des quotas carbone pas forcément évident. Différence entre un permis, un crédit, les quotas carbone, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que tu arrives à me faire le pitch de ce marché-là en 1 minute 30, là, histoire qu'on essaye de bien comprendre ce que ça implique et ce que ça couvre? 1 minute 30, c'est parti. Ouais, attention, on met le timer. Go. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le point de départ, c'est une juridiction. Donc, une entité qui a le pouvoir sur son territoire. Ça peut être un pays, ça peut être un État, comme la Californie par exemple, ça peut être, ou le Québec, ça peut être un groupe de pays comme l'Union européenne. Mais en tout cas, c'est une juridiction qui va cibler ou identifier un certain nombre de secteurs économiques et leur dire, vous, collectivement, vous ne pouvez pas émettre plus de X tonnes de CO2. Donc, ils fixent un plafond. Et pour mesurer ou pour vérifier la conformité de ces acteurs à ce plafond, ils vont émettre un nombre équivalent de quotas ou de droits de tirage quelque part sur ce plafond. Et à la fin de l'année, l'ensemble des acteurs assujettis, donc les secteurs économiques qui ont été identifiés, doivent détenir un nombre de permis, de quotas, de droits de tirage équivalent à leurs émissions, sachant que le nombre total, encore une fois, il est fini, ou inférieur bien sûr. Et pour les détenir, il faut les acheter. Et donc ça leur donne une valeur. Mais chaque année, la juridiction diminue le nombre
de permis disponibles. Elle diminue le plafond pour qu'on arrive progressivement à 0. Et donc, la valeur de chaque permis augmente petit à petit. Et donc, un quota carbone, c'est spécifique à une juridiction, c'est-à-dire qu'un quota carbone européen, c'est le même qu'on soit en 2020 ou en 2024, qu'on soit en Pologne ou en Italie. En revanche, ce n'est pas le même qu'un quota carbone britannique. C'est un petit peu comme une devise. D'accord. 1 euro, c'est 1 euro, 1 dollar, c'est 1 dollar. Aujourd'hui, un quota, par exemple, en Europe, ça représente quoi en termes de CO2? Un quota, c'est 1 tonne. Un quota, 1 tonne. Voilà. Comme ça, Donc, on sait ça. si je suis, je sais pas, un métallurgiste, je produis du métal. Pour produire ce métal, je chauffe du métal avec du gaz ou du charbon. J'émets du CO2. Disons que sur l'année, j'ai émis 153 tonnes de CO2. Il faut que je restitue, que je rende à l'Europe 153 permis que je suis allé chercher sur les marchés. Et étant donné qu'il y a de moins en moins de permis disponibles chaque année, la valeur du permis augmente. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est important que le permis augmente? Parce que en tant que métallurgiste, je vais regarder quelles sont mes options. Est-ce que j'achète des permis à un prix toujours plus cher ou est-ce que je transforme mon processus industriel, que je décarbone pour ne plus avoir à acheter ces permis? Eh bien, si décarboner mon processus industriel, ça me coûte, je sais pas moi, 100 € la tonne et que le permis est à 60, je vais acheter le permis. En revanche, si le permis demain est à 120, je vais décarboner. Ouais. Et donc, l'organisation de l'appréciation progressive du prix entraîne la décarbonation progressive de l'ensemble des secteurs assujettis. Ok. Est-ce que tu me permets d'essayer de récapituler avec mes mots peut-être un peu moins professionnels et tu me dis où est-ce que je fais une faute ou... Absolument. Donc il y a l'Union européenne qui va commencer par se dire ok, quel est le niveau max des émissions qu'on a eu l'année dernière par exemple, et à partir de ce niveau max qui va dire ok, donc là on avait émis j'en sais rien moi 3,4 milliards de tonnes de CO2, donc l'année prochaine on doit en émettre que 3,2, donc j'émets des permis à polluer en gros pour 3,2 milliards de tonnes de CO2. Exactement. Que les gens vont devoir se répartir, que toutes les entreprises se répartissent un peu comme elles veulent. Exactement. Donc là, par exemple, si toi, dans ce mix de 3 milliards d'eux, tu es responsable pour 100 millions de tonnes, bah, tu as intérêt à acheter tes 100 millions de tonnes, sauf si cette tonne-là est trop chère par rapport à l'amélioration de ton processus. Exactement. Et donc, si c'est moins cher d'améliorer ton process et de le rendre moins énergivore ou moins consommateur de CO2, tu as plutôt intérêt à faire ça plutôt que d'acheter du permis. Exactement. Et donc, ça permet de distribuer l'effort de décarboner là où c'est le moins cher et le plus efficace. Et c'est pour ça que là, on voit que la production électrique a été très largement décarbonée. Parce qu'en fait, c'est assez peu cher de décarboner la production électrique. Lorsqu'on a des permis qui se baladent entre 50 et 80 € le permis, donc 50 et 80 € la tonne, si je suis énergéticien, c'est plutôt rentable de faire du solaire ou du photovoltaïque ou de remplacer du charbon par du gaz. En revanche, si je suis un cimentier, ça ne l'est pas du tout. Je vais plutôt acheter des permis. Et donc, on va commencer par décarboner la production énergétique parce que c'est plus simple, c'est moins cher. Et donc, l'effort va, de par le système de marché, être distribué là où c'est le plus simple, le moins cher, le plus rapide. D'accord, ok. C'est pour ça que le système de marché est efficace. Et du coup, est-ce que ça veut dire que c'est moins d'incentive pour des gros pollueurs qui ont du coup des difficultés déjà à se transformer, à être encore moins se transformer parce que finalement pour eux c'est plus difficile et c'est toujours moins cher d'acheter des permis? En fait, ces gros pollueurs savent que, parce que on a de la prévision à long terme. Là on parle en gros industrie lourde. Exactement. Ciment, c'est ouais, très dur à décarboner, l'acier, même les sucreries, les papeteries, la pétrochimie. Donc, ils savent que le plafond diminue. Et on sait à quel rythme il diminue. Donc, ils savent que les prix vont augmenter sur des temps longs. Évidemment, il y a de la volatilité à court terme, on pourra y revenir, mais on sait que progressivement, le prix va augmenter. Donc, en effet, le prix actuel du carbone, c'est ce point d'arbitrage. Donc, eux, pourquoi est-ce qu'ils paieraient beaucoup plus cher leurs tonnes alors qu'ils peuvent les payer un peu moins cher et investir dans les solutions de décarbonation pour que demain, lorsque le prix augmente, ils ne doivent pas l'acheter. Donc, c'est vraiment, si je suis, je sais pas moi, directeur de site industriel,
j'ai un arbitrage permanent à faire entre à quel rythme est-ce que je décarbone mon site industriel pour continuer à être compétitif et rentable, tout en sachant que demain, je vais être face à un coût qui va augmenter et donc j'ai intérêt à l'anticiper. Ok, très clair. Sur le côté, donc ce marché-là, il représente, tu me disais, 40%, 50% des émissions de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Union européenne émet des droits à polluer pour l'équivalent de 50% de la production Exactement. européenne. Qu'est-ce qu'on fait de ces 50 autres, du coup? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce que, du coup, ils sont assujettis à quelque chose ou pas? Ou juste ils sont libres de faire ce qu'ils veulent? Pour l'instant, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que c'est en effet 40%, donc c'est à peu près 1,4 milliard de permis qui sont émis chaque année. Alors ils sont émis quotidiennement en fait, à un rythme quotidien. Donc 1,4 milliard de permis sont émis, couvrant 1,4 milliard de tonnes de CO2 émises. Et donc il reste que 2 milliards pour arriver aux 3,4-3,5 milliards d'émissions annuelles de l'Europe. Ces 2 milliards, c'est quoi? C'est par exemple... On parle de tonnes de CO2 quand on parle. Exactement. C'est l'agriculture, c'est le chauffage des bâtiments, c'est le transport routier. C'est donc des secteurs qui sont soit c'est difficile de quantifier les émissions. Par exemple, pour l'agriculture, c'est assez difficile de quantifier d'où viennent exactement les émissions. Donc c'est difficile à quantifier, c'est difficile à vérifier, c'est difficile de mettre en place des permis. Soit qui sont très proches des consommateurs / électeurs. Et donc, c'est un petit peu inflammable, politiquement parlant. Maintenant, le marché a tendance à s'étendre. C'est-à-dire que initialement, il couvrait essentiellement la production énergétique et l'industrie lourde. Puis, il s'est étendu au secteur aérien, le transport aérien, mais d'abord intra-européen. Il va s'étendre à l'ensemble du transport aérien. Et il vient de s'étendre également au transport maritime, là, mondial. Il va également s'étendre aux importations. Donc, petit à petit, le marché s'étend et couvre une part de plus en plus importante des émissions. Aujourd'hui, ça reste donc la moitié des émissions européennes qui sont couvertes par cette tarification du carbone. Par ce système de réduction des émissions. Ouais. Alors du coup, la question qui subsiste, c'est pourquoi est-ce que c'est inconnu comme marché pour toi et moi, quoi. Alors toi, non, mais pour moi et les autres. Ça l'était il n'y a pas si longtemps. Hein. En fait, je suis devenu un peu, complètement même fasciné par ce marché. Mais... On disait juste avant l'épisode qu'on était un peu tous les deux des geeks de ce genre de truc. C'est le seul podcast d'ailleurs dans lequel on vous parlera de sujets dont personne ne souhaite parler. Donc vraiment, genre, vous avez intérêt à écouter cet épisode jusqu'au bout parce qu'il y aura des infos que vous retrouverez nulle part ailleurs, c'est certain, quoi. J'ai vraiment geeké le marché, pour le coup, on peut le dire. Parce que c'est fascinant, parce que c'est à l'intersection entre l'économie, la finance, la politique, les sciences environnementales. Il y a plein de mécanismes vraiment cool dont on pourrait parler pendant des heures sur le coût social du carbone. Quels sont les dommages générés à chaque fois qu'une tonne de CO2 est émise, ou le coût marginal de réduction du carbone par industrie. Enfin, il y a plein de sujets. Mais pour revenir à ta question, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler? Je pense qu'il y a 2 ou 3 raisons. La première, c'est que c'est un sujet assez loin du consommateur, électeur particulier. C'est-à-dire que c'est vraiment comment l'électricité est produite, comment est-ce qu'on fait de l'acier, de l'aluminium, du ciment. En fait, on s'intéresse assez peu à ça. On pourrait demander, là je vois par la fenêtre, il y a des gens qui conduisent des voitures, qui sait exactement comment fonctionne une voiture, un moteur thermique. C'est vieux comme le monde, enfin j'exagère, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc je pense qu'il y a une sorte de méconnaissance, tout simplement parce que c'est assez loin de nos références quotidiennes. La seconde raison, c'est qu'il y a eu sur le marché une grande fraude à la TVA. Et du coup, maintenant, il y a une sorte je pense, de tabou autour de ce marché qui a été source d'un scandale, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et donc maintenant, c'est un peu hush-hush. On préfère ne pas en parler et faire ça entre industrie et technocrates
et régulateurs. Okay. C'était quoi l'histoire rapidement là? Par curiosité aussi. Rapidement, c'est tout simplement que la fraude à la TVA, c'est une vieille fraude qui a lieu et eu lieu sur différents produits, historiquement les téléphones portables, où on va essayer d'arbitrer ou de bénéficier des écarts de TVA entre les pays. Donc je vais acheter dans un pays où il y a une TVA élevée, le revendre dans un autre pays et prendre la différence en crédit TVA. Là, tout d'un coup, on a eu un marché qui était un marché quelque part dématérialisé. C'était avant les NFT et la crypto, mais c'est un marché, comme un marché de devises quelque part, mais sur lequel on a mis la TVA parce que on considérait que c'était pas un actif financier. D'ailleurs, c'est pas dans le code monétaire et financier, c'est dans le code de l'environnement. Et donc, on a attribué un taux de TVA différent en fonction des pays à ces permis carbone. Et on a eu des acteurs qui ont bénéficié de ces différences-là, qui se sont même fait avancer le crédit TVA, et ça a coûté des milliards d'euros à la France et à l'Europe. Et donc, il y a eu, encore une fois, beaucoup d'encre qui a coulé à ce sujet. Il y a eu des films qui ont été tournés à ce sujet, des séries qui ont été faites à ce sujet. Mais maintenant, je pense que le politique, le régulateur s'est dit, bon, ne parlons plus de carbone, faisons ça entre nous. Et peut-être, c'est lié à la troisième raison, c'est que c'est un petit peu complexe. Et du coup, il y a un traitement journalistique qui parfois est un petit peu rapide, un petit peu inexact. Et pour éviter d'avoir à rentrer dans des débats un peu techniques, on préfère tout simplement pas en parler. Moi, je considère que c'est un petit peu un scandale démocratique quelque part, parce qu'on est dans le plus grand espace démocratique au monde. On parle de notre plus grand défi commun, le réchauffement climatique, la transition énergétique, et de l'arme principale de cet espace démocratique pour faire face à ce défi commun. Et on essaye de le taire. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais. Et donc, toute une raison d'être de notre activité, c'est au contraire de braquer les projecteurs sur ce marché, de le vulgariser, de le démystifier, de le rendre en fait accessible et intelligible à tout le monde. Il y a peut-être aussi le truc où, comme on a parlé de la taxe carbone et que c'est ce que tu dis, hein, c'est plus proche, c'est sur des sujets, enfin c'est sur des produits que les gens vont avoir chez eux, la taxe carbone qui vont plus facilement comprendre. Donc on a plus parlé de ce sujet-là que du sujet des marchés. D'ailleurs, si on faisait une différence entre marché des quotas carbone et taxe carbone, est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que ça s'oppose? Est-ce que les deux peuvent vivre ensemble ou pas? Et c'est quoi la différence majeure? Oui, en fait, la différence, ça va être que dans un cas, le prix il est fixe, c'est une taxe. Du coup, c'est extrêmement simple à comprendre et à mettre en place. C'est sur un produit en plus, voilà. Plutôt que... Ouais. Un marché, le prix il varie en fonction de l'offre et la demande, donc il bouge en permanence. Donc c'est plus complexe à mettre en place. En revanche, le marché va, comme je disais tout à l'heure, permettre de allouer ou distribuer l'effort là où c'est le plus efficace, c'est-à-dire le moins cher pour diminuer des tonnes de CO2. Parce que à la fin de la journée, ce qui compte, c'est simplement que les émissions soient réduites. Ouais. Quel que soit le coût, en fait. Si c'est fait à très bas coût, tant mieux, en fait. Quelle que soit l'entreprise qui le fait. Exactement. Quel que soit le secteur, l'entreprise. Et de la même façon on dit que la neutralité carbone ne peut pas exister au niveau d'une entreprise simple, et effectivement, la réduction des émissions carbone, elle peut se faire n'importe où. Exactement. Alors, ensuite, il peut y avoir des modèles un petit peu hybrides, par exemple, dans lesquels on va fixer un prix plancher. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, le prix ne peut pas descendre en dessous de tel montant, et du coup c'est un système de marché mais avec un prix plancher, donc c'est un système un peu hybride. Il existe le prix plancher aujourd'hui ou pas? Non, aujourd'hui il n'existe pas. Parce qu'en 2005 il y avait quand même eu ce souci 2005-2007 où le prix à la tonne était tombé à zéro parce que justement la Commission européenne avait décidé qu'ils avaient peur de ce que ça pourrait faire, et donc ils avaient décidé d'allouer autant de quotas que ce que les gens demandaient. Oui. Ce qui réduit le prix de la Exactement. quota à zéro. Et ce qui s'est passé également, c'est qu'en fait, donc le prix c'est offre et demande. Et là,
il y a eu une offre. L'offre, elle est fixée à l'avance. Elle est fixée à l'avance. En tout cas, sa trajectoire est fixée à l'avance, avant même qu'on connaisse la demande. Et du coup, l'Union européenne avait dit, on va fixer une trajectoire d'offre à un niveau correspondant au niveau historique des émissions, puis on va le diminuer progressivement. Sauf que ce qui se passe en 2007, c'est qu'il y a la crise financière. Ouais. Et ensuite, elle se traduit par une baisse de la compétitivité des entreprises européennes. Ouais. Et de la production industrielle. Et donc de la demande. Parce que les entreprises, les industries émettant moins de CO2, consommant moins d'énergie, elles émettent moins de CO2, donc elles demandent moins de permis. Et donc il y a eu un écart important entre l'offre et la demande. Il y a eu un surplus d'offres. Ce qui fait que les prix se sont complètement effondrés. Et donc, ça a été résolu par la suite, mais c'était une erreur dans la conception du marché, avec une offre qui est anticipée en avance et une demande réelle qui peut être assez loin en fait de cette offre anticipée. Okay. Et du coup, ça amène quand même un autre sujet, parce que tu dis il y a la baisse de cette production, et puisqu'il peut y avoir aussi des baisses de compétitivité par rapport à d'autres. Là, on parle d'un marché qui est européen, stricto sensu, donc ça veut dire que potentiellement, on pourrait avoir des entreprises européennes qui doivent payer plus cher, ou alors parce qu'elles doivent payer leur permis, ou alors parce qu'elles doivent transformer leur process, par rapport à des entreprises typiquement d'Asie, qui n'auront pas forcément à faire ce travail-là. Est-ce que du coup, il ne faudrait pas directement un marché mondialisé qui permette de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, ou est-ce que ce n'est pas possible? Alors, je souris parce que c'est le grand débat depuis 20 ans que le marché existe. En fait, et pour répondre à ta question, et je reviendrai sur les détails tout à l'heure, mais c'est en cours. Alors, pas un marché mondialisé, mais l'Union européenne a fait quelque chose de assez malin et assez audacieux. Pour une fois, ils ont vraiment mis une forte dose d'extraterritorialité dans leur réglementation, où maintenant il y a ce qu'ils appellent le mécanisme d'ajustement carbone à la frontière, qui n'est pas une taxe, parce que sinon ça irait à l'encontre des règles de l'OMC. C'est un tarif qui est attribué aux importations européennes et qui correspond à la différence entre le prix carbone en Europe et le prix carbone du pays exportateur. Et ce que ça incite, c'est tout simplement, ça incite les pays exportateurs à mettre en place des marchés carbone et à faire en sorte que le prix au sein de ces marchés s'aligne avec le prix européen. Ouais. Et du coup, là, il y a le Brésil, il y a l'Inde, il y a l'Indonésie, il y a la Turquie qui sont en train de mettre en place leur marché carbone parce qu'ils exportent vers l'Europe énormément de biens carbonés. Mais là, on parle de quelque chose qui est en train de se mettre en place en 2024, alors que le marché existe depuis 2005. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période? Il y a eu en effet des industries qui ont dit à l'Europe, vous êtes en train de créer un coût supplémentaire sur notre activité. Mais c'est très simple, nous on part. Donc on va fermer des sites industriels, on va licencier des employés et on va aller produire ailleurs, là où ça nous coûte moins cher. Et donc l'Europe a dit non, s'il vous plaît, partez pas. On va vous en donner gratuitement des permis. Comme ça, il n'y aura pas de coût. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un système un peu à deux vitesses où d'un côté, il y a eu les industries qui ne pouvaient pas se délocaliser. Par exemple, la production électrique. L'électricité, ça se stocke mal, ça se transporte mal, donc on ne va pas aller produire l'électricité française en Chine. Et d'autres qui avaient la capacité de se délocaliser, qui ont obtenu des permis gratuitement. Alors, là, pareil, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le sujet, pas toujours exactes, mais ces allocations gratuites sont en train de disparaître progressivement grâce à la mise en place de cette frontière carbone ou ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc, c'est vrai ce que tu dis sur ce risque de délocalisation, sur cette perte de compétitivité. Alors, il y a pas mal d'études qui ont été faites et qui montrent qu'en fait, dans les faits, il n'y a pas eu de perte de compétitivité. Mais ce dont il faut se rappeler, c'est que c'est une création politique nouvelle. L'Union européenne a été extrêmement novatrice dans la mise en place de ce marché. C'est un marché qui est gigantesque, qui ouvre 15 000 sites industriels, à la moitié des émissions européennes. Oui, il y a eu des loupés, il y a eu des erreurs sur la TVA, il y a eu des erreurs
sur l'absence d'un mécanisme de stabilité de l'offre par rapport à la demande. Il y a eu des erreurs sur ces allocations gratuites qui ont duré beaucoup trop longtemps. Ça reste un marché qui a permis de réduire les émissions des entreprises assujetties de 40% en 20 ans et qui nous est envié par à peu près tous les pays et qui a inspiré une quarantaine d'autres juridictions donc qui aujourd'hui fonctionnent assez bien. C'est pas parfait, mais il fonctionne assez bien. Une des raisons pour lesquelles il n'est pas Chine parfait. qui copie l'Union européenne d'ailleurs. Bien sûr. Alors la Chine a créé son marché, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, enfin, il y a plus d'une trentaine. La Chine a créé un marché très fortement inspiré de celui de l'Union européenne, avec des différences. Eux, bon, ils ne vont pas trop rentrer dans la technique, mais ils l'ont d'abord fait au niveau municipal avant de progressivement intégrer le marché au niveau national. Et au lieu de mettre des objectifs en valeur absolue de baisse des émissions, ils ont mis des objectifs d'intensité émissive. Donc ils ont dit par exemple, je sais pas moi, pour produire de l'acier, vous émettez 10 tonnes de CO2 par tonne d'acier. Tonne d'acier produit. Voilà, on va essayer d'arriver à 8, puis à 7. Donc c'était vraiment l'intensité émissive. Ce qui leur permet de continuer à produire autant qu'ils veulent et à augmenter la production. Exactement. Et on va voir comment progressivement est-ce que ça évolue. C'est un marché assez jeune. Pardon. L'Union européenne a elle aussi essuyé des pots cassés à son début. Donc, voyons voir comment l'ensemble de ces marchés évolue et petit à petit s'homogénéise. C'est quoi le coût d'un quota aujourd'hui en Union européenne? Alors aujourd'hui, c'est à peu près 55 € par tonne. Et ça a augmenté beaucoup depuis les dernières années ou... Alors, sur les 10 dernières années, en moyenne, c'est une croissance de 25% par an, ce qui est gigantesque. Ce qui est énorme, oui. Maintenant, je t'ai dit sur les 10 dernières années, en moyenne. Si on prend sur un an, c'est presque moins 40%. Si on prend depuis le début de l'année, c'est moins 25%. Et donc, il y a eu entre 2018 et 2022, pendant 4 ans, une énorme croissance du prix et là, une chute du prix. Les deux s'expliquent assez bien. C'est monté un petit peu trop haut et là, c'est en train de se stabiliser. L'objectif à moyen et à long terme, c'est de faire en sorte que le prix s'apprécie progressivement, mais peut-être pas non plus trop rapidement, au risque de pénaliser les entreprises. Maintenant, cette augmentation très rapide du prix entre 2018 et 2022, elle a aussi permis et entraîné une décarbonation extrêmement rapide de la production électrique. Hyper intéressant. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ce marché plus accessible pour les individus? Alors toi, tu es fondateur de Home.io, du coup, qui est une plateforme. C'est à ça que ça sert. L'objectif, c'est d'essayer de rendre ce marché plus accessible. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est permettre aux gens comme toi et moi de participer à ce marché. Avant d'y participer, il faut d'abord le comprendre. C'est pour ça que j'étais extrêmement content que tu m'invites. Et c'est pour ça que je suis là et que j'essaye d'en parler le plus possible. C'est que rendre accessible le marché, c'est le rendre intelligible. On ne peut pas participer à quelque chose qu'on ne comprend pas. Comme si je veux jouer au rugby, il faut que je connaisse les règles avant. Ben là, c'est pareil. Donc, la première chose qu'on souhaite faire, c'est vulgariser, rendre intelligible, rendre clair. Tu disais tout à l'heure, tu as cherché des articles sur le marché carbone, tu es tombé sur des choses de 2009. Bon, je vais regarder ce qui se passe en termes de SEO chez nous. Parce qu'on écrit beaucoup de choses sur le marché, on essaye de rendre la donnée accessible, transparente. Ensuite, notre activité, notre business, c'est de faire en sorte que des particuliers investissent dans ce marché, c'est-à-dire s'exposent au carbone, achètent des permis carbone, tout comme ils achèteraient des actions de telle ou telle entreprise ou telle crypto ou telle part de SCPI. C'est vraiment un produit d'investissement et on le rend accessible à des gens qui jusqu'à maintenant ne pouvaient pas accéder à ce marché, qui encore une fois est un marché massif, extrêmement liquide. Le volume d'échange en Europe, c'est à peu près 800 milliards d'euros par an. Donc c'est vraiment un gros marché. C'est pas un détail.
Oui, en fait, moi, j'avais beaucoup moins en tête, mais parce que j'imaginais juste le marché primaire, c'est-à-dire l'État qui émet ses quotas, et en fait, chacun en achète 1 à 55 euros. Bah, ça fait 1,4 milliard de quotas multiplié par 55 euros. Ça fait quoi? Ça fait 75 milliards. Exactement. Donc moi, je m'imagine un marché à 75 milliards, mais c'est juste qu'il y a un marché secondaire où tout le monde, après, s'échange de main en main des quotas qu'ils ont utilisés, pas utilisés, qu'ils veulent revendre, etc. Quitte à spéculer dessus aussi. Alors exactement. En fait, c'est un marché, tout comme les marchés actions, qui sont, quand on investit dans une action, c'est essentiellement sur le marché secondaire. Là, c'est un marché qui a, donc en effet, ça, une taille. Donc la taille de marché, c'est ce que tu as dit, c'est le nombre de permis disponibles fois le prix du permis, et qui a un volume. Donc à quel point il y a de la vélocité sur l'actif, à quel point il est échangé. Et ce volume, il est important parce que si je suis une industrie assujettie au marché, il faut que je gère mon risque. C'est-à-dire qu'en début d'année, je dois savoir, quand je vois le prix, est-ce que j'achète l'ensemble des permis dont j'aurai besoin pendant l'année à tel prix, ou est-ce que je vais plutôt attendre la fin de l'année, mais potentiellement le prix est différent. Donc, idéalement, j'en ai acheté une partie, et puis peut-être que je vais me couvrir au fur et à mesure du temps, mais je ne sais pas exactement quelles vont être mes émissions, parce que je ne sais pas quelle va être la demande de mon produit. Si je produis de l'électricité, ça va dépendre de la météo, ça va dépendre du prix du gaz, ça va dépendre de la production industrielle. Et donc, il faut que j'aille voir des tiers, des financiers, qui vont me proposer des contrats à terme, qui vont me proposer des contrats de rachat, qui vont me proposer des options. Donc tout de suite, j'ai besoin d'avoir des gens qui spéculent, comme tu dis, c'est-à-dire qui acceptent le risque ou de prendre le risque que moi je ne souhaite pas prendre en tant qu'opérateur. Donc pour avoir un marché efficace, liquide, avec des prix plutôt stables et une bonne répartition du risque entre les acteurs, on a besoin d'une pluralité d'acteurs. On a besoin d'avoir des opérateurs, on a besoin d'avoir des gens qui font des opérations d'arbitrage, on a besoin d'avoir des gens qui font des opérations de spéculation. Et la dernière roue du carrosse, ou le dernier bloc, on a besoin d'avoir aussi des investisseurs qui sont plutôt des petits porteurs, qui peuvent également participer à ce marché pour le rendre plus fluide et pour le stimuler. Et aujourd'hui, le marché n'est pas accessible pour les particuliers. Absolument pas. Et c'est là qu'on a envie d'intervenir en disant, encore une fois, on parle du pilier de la stratégie climat de l'Union européenne. Le climat, c'est quand même quelque chose qui nous concerne, nous, en tant qu'individus. C'est nous, les personnes physiques, en chair et en os, qui sommes les premiers affectés. C'est pas les personnes morales, c'est pas les bâtiments. Enfin, ce sont pas les bâtiments, a priori, c'est pas des êtres sensibles. Donc, ce sont nous. Et pourtant, nous qui sommes les premiers impactés, les premiers concernés, on n'y a pas accès. Et c'est à cette presque absurdité économique, financière et démocratique à laquelle on souhaite répondre. Quand tu disais ça, tu vois, j'étais en train de me dire, à titre particulier, on n'y a pas accès. En revanche, on a accès à la compensation carbone, par exemple. À titre particulier, on peut se dire, là, je suis obligé de prendre l'avion pour le travail, pour aller je sais pas où, pour aller faire je sais pas quoi. Mais c'est indispensable. On m'a dit que je pouvais pas refuser. Bon, j'ai quand même envie de compenser mes émissions, donc je vais aller soutenir un projet de compensation sur le montant des émissions que j'ai cramé. On pourrait se dire, aujourd'hui, là, on est à peu près à 55 € la tonne sur le quota. Je ne sais pas si c'est la même chose à peu près sur les compensations, mais on peut imaginer que c'est à peu près autour de ça. Ça, tu souris en disant que c'est pas du tout le cas. On est plutôt plus bas. Sur la compensation, prendre des pincettes, mais dire j'achète un crédit carbone, c'est un peu comme dire j'achète une voiture. Ouais. Est-ce que tu achètes une Ferrari, un kart de golf, une Twingo? Je ne sais pas. Le prix moyen sur le marché mondial, qui a cette fois-ci un tout petit marché de 2 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 500 fois plus petit, il est autour de 4-5 $. 4-5 euros. Alors maintenant, il y a des projets qui vont être des projets en France où il y a, dit-on, plus de vérifications, ainsi de suite, où on peut avoir des prix à 10, 15, 20 euros. Mais en moyenne, compenser sur le marché volontaire une tonne de CO2, c'est de l'ordre de quelques euros.
Ouais. C'est le prix d'un café dans un Donc l'idée, café c'est parisien, que si quoi. tu émets 5 tonnes par an parce que tu es assez écolo, si tu veux faire de la compensation, tu en as pour 100 balles sur ton année. Max. Et si tu veux acheter des quotas, tu en as plutôt pour 5 x 5, 25, tu en as pour 2500 euros, quoi. Ouais. Voilà, donc ça, c'est la différence entre acheter un quota et compenser de façon individuelle. Mais ce qui pourrait être marrant, du coup, c'est se dire, OK, il y a un nombre de quotas qui est limité dans l'année. En tant que particulier, j'ai pas besoin de ces quotas-là. En revanche, je peux investir sur ce marché. Je vais m'acheter 5 quotas et comme ça, je les retire du marché et les entreprises peuvent plus les acheter. Moi, je les séquestre un peu comme si je Exactement faisais de la ce qu'on fait. séquestration de CO2 en direct et Ouais. je les mets plus sur le marché. Et donc, j'oblige ces entreprises qui ne peuvent plus acheter ces quotas à forcément au moins réduire leurs émissions du montant du quota, du montant du nombre de quotas que j'ai acheté. C'est ce qu'on dit. Nous, sur ce marché, quelque chose qui est vraiment important, si on rentre un peu dans les produits financiers qu'on structure et qu'on conçoit pour permettre aux particuliers d'accéder au marché, c'est qu'on détient physiquement les permis. Ouais. C'est-à-dire, ce ne sont pas des contrats à terme, c'est pas des produits dérivés, c'est pas des options, c'est pas des futures, c'est le spot. Donc, on détient physiquement les permis. Et donc, ça permet de confisquer d'autant la quantité disponible. Vraiment, on va sortir du marché et mettre sur notre compte de dépôt à la caisse des dépôts un nombre de permis équivalent à l'investissement de nos clients. Et ce faisant, on va raréfier l'offre et donc avoir une pression à la hausse sur le prix. Alors évidemment, vu la taille du marché, cette pression à la hausse, elle va être pour une personne infinitésimale. Si les 15 000 auditeurs de The Big Shift se mettent à acheter chacun un quota, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait 15 000 quotas, donc 15 000 tonnes de CO2 retirées du marché. On est sur un marché d'à peu près 1,5 milliard de tonnes. C'est une demi-goutte. Donc c'est tout petit. En revanche, s'ils en parlent chacun à leurs amis et qu'ils postent tous sur LinkedIn et que ça commence à faire un mouvement et qu'on commence à être nombreux et surtout qu'ils n'achètent pas un mais peut-être 10 ou 100, là on commence à avoir un impact réel. À la fois sur la tension qu'on va créer sur l'offre, sur donc la pression sur les prix, sur le message qu'on envoie, sur le fait que tout d'un coup on a quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de personnes qui participent à ce marché et qui peut-être lors des élections européennes vont faire un petit peu plus attention à quelles sont les réformes ou les évolutions du marché qui sont proposées par tel ou tel parti. Et là on commence, je pense, à avoir un effet, un impact réel sur les trajectoires de décarbonation en Europe. En fait, finalement, ouais, c'est plus... c'est quasiment de la connaissance plutôt que de l'investissement qu'il faut sur ce truc-là. Je pense que c'est difficile de faire l'un sans l'autre. Ouais. C'est encore une fois, si je connais pas les règles du rugby, je vais pas rentrer sur le terrain, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de brouhaha où des mecs se rentrent dedans. En revanche, une fois que j'ai compris les règles, là j'ai vraiment très envie de jouer. Et moi, c'était un petit peu, en tout cas, c'est mon expérience et la démarche qui était la mienne. J'ai découvert ce marché. J'étais, comme toi, un peu surpris de n'en avoir jamais entendu parler. Donc là, j'ai commencé à geeker, à lire de plus en plus de choses, à appeler des gens à droite à gauche. Et là, je me suis dit, ok, en fait, ce truc, il est juste incroyable. Il est à l'intersection entre la finance et le climat. Il existe depuis 20 ans. Il marche réellement. C'est empirique, c'est démontré, c'est consensuel. C'est-à-dire que tout le monde est à peu près d'accord. Moi aussi, j'ai envie de participer. Ouais. Concrètement, qu'est-ce qui se passe du coup là si on se met sur Omayo, on investit dans un portefeuille qui est le portefeuille d'Omayo et nous on est un investisseur dans ce portefeuille-là et c'est vous qui détenez tout, c'est ça ? Exactement. Parce qu'on ne peut pas en tant que particulier agir sur le marché en direct. Exactement. Nous, ce qu'on fait, c'est on a des programmes d'émission d'obligations. Donc on émet des obligations simples. Nos clients souscrivent à ces obligations et on investit le montant de leur souscription sur le marché carbone. Okay. Et donc, on détient un nombre de permis équivalent au montant de leur souscription. L'obligation que eux détiennent, donc eux détiennent une obligation, pas le permis, ça c'est nous qui le détenons. L'obligation que eux détiennent voit sa valeur fluctuer en fonction du prix du permis carbone. Oui. C'est vraiment du 1 pour 1.
et on détient systématiquement un nombre de permis équivalent au montant investi. Ouais. Donc, voilà. C'est une réplication physique dans le sens où à la fois la valeur de l'obligation, donc de l'instrument financier détenu par les clients, et le sous-jacent détenu par Omayo sont équivalents au permis carbone. Qu'est-ce que tu penses de la spéculation sur les quotas? Tu disais donc en 2022-2023, ça a été descendu de 20 puis de 40%, c'est ça? Est-ce que c'est lié à de la spéculation? Parce qu'a priori, on pourrait se dire si les États ou les gouvernements diffusent de moins en moins de quotas et que les entreprises en ont besoin, a priori, normalement, les montants doivent au moins rester stables si le marché est stable, parce qu'on réduit les émissions de gaz à effet de serre au même rythme que les États divulguent, pas divulguent, mais émettent moins de quotas. Normalement, le marché devrait être, sinon stable, au moins à la hausse. Pourquoi est-ce qu'on a des marchés qui se cassent la figure? Est-ce que c'est lié à de la spéculation ou est-ce que c'est vraiment genre, un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure avec juste des histoires d'état de marché, de crise et de compétition? Alors, faire une réponse en deux parties. La première, c'est quels sont les facteurs qui influent le prix? Et ensuite, qu'est-ce que je pense des spéculateurs? Et en fait, c'est pas forcément lié parce que les spéculateurs n'ont pas vraiment d'impact sur le prix. Il y a l'ESMA, donc l'équivalent européen de l'AMF, qui a fait une longue étude sur le sujet pour conclure que finalement, le marché n'était pas porté ou influencé par les spéculateurs. Parce que de toute façon, on se réveille à la fin de l'année, on a émis du CO2 ou on n'en a pas émis, donc on en a besoin ou on n'en a pas besoin, mais ça revient à peu près au même, quoi. On est quand même régi par des règles physiques sur ce marché. Exactement. Qui sont les émissions de CO2, quoi. Exactement. Et donc, le prix, comment est-ce qu'il évolue? Encore une fois, le prix, c'est donc l'offre et la demande. L'offre, elle est fixée par la Commission européenne sur la base de directives, de réglementations qui sont décidées par l'ensemble des institutions européennes. Donc, toute modification est assez lente, en fait, à mettre en œuvre, parce que c'est le Parlement, c'est les 27 États, c'est la Commission européenne, bref. Et la demande, là, pour le coup, la demande, elle varie beaucoup. En ce moment, par exemple, il fait très chaud. Et, même s'il pleut, mais pour un hiver, il fait anormalement chaud, et donc on consomme très peu d'électricité par rapport à un hiver normal. La production industrielle en Europe a chuté, donc les industries, elles aussi, consomment moins de pétrole, de gaz, de charbon que habituellement, et donc leur demande diminue. La production électrique, donc on a vu qu'elle avait chuté, mais en plus de ça, le mix énergétique a énormément changé. L'hydroélectrique est beaucoup remonté grâce aux pluies. Le nucléaire, on a l'ensemble des centrales françaises qui sont en état de marche, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques mois. Ouais. Le solaire et l'éolien a énormément augmenté, porté par les investissements, en partie dû à un prix historiquement fort. Et le prix du gaz a énormément chuté, alors qu'il avait été très haut pendant le plus fort de la guerre en Ukraine. Là, il a énormément chuté, et donc la production se fait plutôt à base de gaz et moins à base de charbon. Et pour une quantité électrique donnée, le gaz est moins émissif. Donc tout ça fait qu'en fait, on a besoin de beaucoup moins de permis, parce qu'on émet beaucoup moins de CO2. Et donc il y a une sorte de trou dans le marché où on a diminué nos émissions bien plus rapidement que la diminution du plafond, la diminution que ce soit quelque chose de court terme ou de... Exactement. Mais cette diminution d'offres, elle va continuer. Petit à petit, on va diminuer. Et donc, on va avoir un peu un effet balancier où, au bout d'un moment, on va retrouver une tension entre offre et demande, surtout lorsque on va arriver à des secteurs industriels qui ont à peine amorcé leur décarbonation. L'acier, le ciment. Et là, on risque d'avoir un prix qui repart très nettement à la hausse. Mais non, du coup, ça prend du temps. Comme en 2005 ou 2007 où la Commission européenne s'était dit « Ah, on va mettre des quotas gratos », alors que tu m'as dit que ça, ils ne le feraient plus, qu'il y aurait un prix plancher, etc. Potentiellement, est-ce que sur des phases comme ça où justement on produit moins, on émet moins de CO2,
il pourrait dire, en fait, finalement, on retire 10% du volume qui est sur le marché, comme ça, histoire de garder un prix haut ou au moins des ambitions climatiques élevées. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, finalement, ça reste un marché, mais c'est quand même un marché qui est basé sur de l'ambition politique, parce que au début de l'année, les quotas émis, c'est ceux qui sont décidés par les politiques, finalement. Alors, absolument. Donc, on pourrait se dire, au milieu de l'année, allez hop, on enlève 10% du marché, et comme ça, chacun garde ses ambitions, quoi. Alors, déjà, j'ai pas dit qu'il allait y avoir un prix plancher. J'ai dit que théoriquement c'était possible et qu'il y avait certaines personnes qui demandaient la mise en place d'un prix plancher, mais pour l'instant, il n'y a rien qui a été décidé à ce sujet-là. Ensuite, il est tout à fait vrai, en tout cas, c'est notre thèse à Shomai-o, que le prix du carbone est une sorte d'indicateur ou de proxy pour la force de l'engagement politique dans la décarbonation. Et on l'a vu en Nouvelle-Zélande, on l'a vu au Royaume-Uni, lorsque les gouvernements repoussent leurs engagements climatiques, leurs engagements de décarbonation, les prix s'effondrent. Ça, c'est vrai. Maintenant, est-ce que en plein milieu de l'année, l'Union européenne pourrait dire on retire 10%? En fait, non. Parce qu'il y a des règles, les règles peuvent changer. Mais pour l'instant, aucune règle ne permet de manière arbitraire à l'Union européenne de ponctionner une partie du marché. On pourrait rajouter cette règle. En revanche, ils pourraient les racheter, par exemple. Alors, ils pourraient les racheter. D'ailleurs, l'Allemagne a dit que si le prix ne remontait pas au-dessus de 60 € de manière durable, ils allaient acheter des permis et les supprimer. Donc, ils pourraient. Maintenant, ils peuvent changer les règles. Mais encore une fois, changer les règles, ça met plusieurs années et ça demande l'accord de plusieurs pays, 27, et plusieurs institutions. D'où l'importance d'avoir une institution qui est censée représenter les électeurs, les particuliers, donc le Parlement, qui soit... comment dire, je parlais de faire de politique, mais il faut que les parlementaires européens et donc les électeurs qui élisent ces parlementaires soient extrêmement sensibles au sujet des réformes progressives et régulières de ce marché pour qu'il aille dans le sens qui est celui qui est voulu par les électeurs, quel qu'il soit. À la limite, c'est pas mon sujet, mais au moins qu'on se mette d'accord et qu'on aille dans la direction qu'on a collectivement choisie à travers les élections. Là, pour l'instant, c'est assez technocratique parce que personne n'est au courant, encore une fois, et donc il n'y a pas de soutien populaire, électoral, démocratique envers ce marché. La Pologne avait proposé la suspension de ce marché lorsque les prix ont augmenté. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Ouais. J'ai vu personne dans les rues, moi. Alors qu'on est quand même en train de dire on met en pause le système principal sur lequel s'assoit toute notre politique énergétique. Parce que ça nous coûte trop cher de faire la transformation. Mais personne n'a bronché. Il n'y a aucun média qui en a parlé. Moi, je trouve ça scandaleux, quoi. Donc bon. Encore une fois, à la limite, quelle que soit la direction choisie par les institutions européennes, il faut que cette direction soit représentative d'une volonté démocratique. Peut-être que je suis naïf, mais c'est ce que j'aimerais. Ouais. C'est quoi ton espoir, du coup, alors pour les prochaines années, tes ambitions pour Omaio Il y a pour Omaio et pour moi, je pense, ou j'espère que petit à petit, le carbone, les émissions de gaz à effet de serre deviennent une sorte de sous-jacent de référence à un système monétaire et économique mondial. Soit adossé à nos devises. Exactement. Un peu comme l'or l'été pour les devises pendant Bretton Woods. Si réellement on veut décarboner massivement et rapidement nos sociétés, il faut attribuer un prix aux émissions, parce qu'aujourd'hui, les émissions ont déjà un coût. Il s'appelle réchauffement climatique. Ce coût, c'est toi et moi qui le payons. Il faut qu'il soit réinternalisé au niveau de l'émetteur, et donc on attribue un prix à ces émissions, et que l'ensemble du système économique, financier, monétaire soit orienté ou soit aligné avec cet objectif global. Alors, est-ce que ça veut dire il y a une sorte de fantasme d'un prix uniforme du carbone au niveau mondial?
Je sais pas, mais je pense que petit à petit, ça peut évoluer vers une sorte d'adossement ou de devise mondiale. Voilà, on est plus dans la climate fiction, ou la finance fiction, mais il y a un bouquin qui parle de ça très bien, c'est le ministère du futur ou le ministère de l'avenir, je ne sais pas c'est quoi la traduction en français, et c'est des idées que je trouve assez intéressantes. Et Omayo là-dedans, j'aimerais tout simplement qu'on crée l'infrastructure financière de la finance climat, c'est-à-dire la finance qui sert une génération pour qui le climat est la variable d'ajustement de toutes ces décisions. Qu'est-ce que je mange, comment je voyage, où est-ce que j'habite, dans quoi je travaille et comment j'investis. Waouh. Vous avez des concurrents ou pas du tout encore ? Alors, on a plein de concurrents dans le sens, nous, on demande à nos clients d'investir leur argent, leur patrimoine dans nos produits. Donc, quelque part, n'importe quel autre acteur qui fait je cette parlais même plutôt demande, sur le marché quota carbone. Malheureusement, non. Et je dis malheureusement très sincèrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas seul évangéliser un marché. Aujourd'hui, je crée une plateforme de SCPI. Il y a un nombre, on parlait de SEO tout à l'heure, un nombre de requêtes investir en SCPI gigantesque. J'ai juste entre guillemets, c'est difficile, mais juste à les acquérir, à les collecter. Je pense qu'il y a assez peu de personnes, je pense, on a les chiffres, mais qui cherchent à investir dans les quotas carbone du système d'échange de quotas européens. Ça n'existe pas. Il faudrait lui donner un nom un petit peu plus bisounours aussi déjà. Exactement. Pour commencer. Non, je pense qu'en revanche, il y a énormément de personnes qui cherchent à investir dans des actifs qui sont à l'intersection entre la finance et le climat. Et il se trouve que cet actif s'appelle quota carbone. Et nous, il faut qu'on arrive à faire ce pont-là. Mais si on est seul, c'est quand même plus complexe que si on y était 10 ou 15 ou plus à travers l'Europe. Donc malheureusement, pour l'instant, non. Mais peut-être que des vocations seront suscitées. Et surtout que, en fait, c'est un marché sur lequel il y a plein d'angles d'attaque. Il n'y a pas que l'investissement des particuliers. Il y a énormément de choses à faire. Encore une fois, ça concerne une grosse dizaine de milliers de sites industriels, les transporteurs maritimes, les transporteurs aériens. Et il y a plein de sujets de conformité, il y a des sujets économiques, des sujets financiers, des sujets d'innovation, enfin bref, c'est un énorme marché quoi. Que personne ou presque innove dessus, c'est vraiment dommage. Écoute, merci beaucoup. On est à presque 1 heure d'enregistrement finalement. Je parle un peu trop. Tu rigoles. Merci beaucoup pour tous tes insights, c'était hyper intéressant. J'espère que vous avez bien compris ce que c'était que les quotas carbone. Omayo, ça s'écrit H-O-M-A-I-O. Si vous voulez aller jeter un œil, faire un tour, ils ont effectivement un blog que j'ai pas mentionné au début parce que je voulais quand même me renseigner avec des infos qui venaient d'ailleurs. Je comprends. Mais voilà, du coup, allez jeter un œil. Ils ont un blog qui est hyper fourni sur le sujet pour bien comprendre comment ça fonctionne. Puis si vous avez quelques euros de côté, n'hésitez pas, et peut-être même qu'il y aura un petit code promo, The Big Shift, je sais pas comment ça marche, mais voilà, à voir. On en parle tout à l'heure. On en reparle, ça marche. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous êtes encore là, il n'y a pas de mot de passe cette semaine pour me dire que vous êtes bien arrivés jusqu'au bout. En revanche, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Ça m'aide énormément à progresser. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme aussi. C'est ce qui montre aux autres que le contenu est de qualité et que ça vous plaît. Et ça nous aide beaucoup aussi à être bien référencés sur les plateformes. Merci beaucoup pour votre aide. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Salut. Merci beaucoup. Salut Valentin. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.